Alors, l'encyclique va défendre le principe de la propriété privée, qui est de droit naturel, les devoirs sociaux des riches, aussi des pauvres, mais beaucoup plus des riches, parce que comme ils en ont reçu plus, ils ont plus de devoirs envers la société. Léon XIII insiste aussi sur les devoirs de l'État. L'État doit protéger les classes populaires, mais son intervention doit être minimum. L'État doit rester dans ses fonctions naturelles, mais ça n'empêche pas d'adopter certaines lois sociales, et à ce moment-là, le pape est en faveur de la réduction des heures de travail, de l'interdiction du travail des femmes et des enfants dans les usines, le respect du repos du dimanche, et il parlait même d'établir un salaire minimum. Un salaire minimum qui devait reposer sur le principe du salaire familial plutôt qu'individuel. Alors ça, c'était une idée catholique. Un père de famille qui a 5 enfants, ben, il devrait normalement avoir un salaire plus élevé que quelqu'un qui a seulement 3 enfants ou qui en a pas. Alors c'est l'idée du salaire familial. Sur le plan pratique, il prône la renaissance des corporations d'Ancien Régime, qu'il appelle plutôt des syndicats mixtes, mais en attendant, il admet que les ouvriers doivent s'organiser en syndicats de travailleurs. Les patrons aussi, de leur côté, doivent s'organiser en syndicats patronaux. Si on ne peut pas se fusionner pour l'instant, ben au moins essayons de collaborer le plus possible. Pour ce qui est de la grève, l'Église condamnait à ce moment-là le principe de la grève. Il faut attendre le Concile Vatican II pour que l'Église reconnaisse la légitimité de la grève en tant que telle. La grève était considérée comme une atteinte à la propriété privée, finalement comme une espèce de vandalisme. Et c'est tout à fait logique. Mais Léon XIII avait des propos ambigus là-dessus. Il condamnait la grève en principe, mais il laissait entendre qu'en pratique, c'était un mal nécessaire. Jérôme Novarum a été bien reçu par la classe ouvrière qui va s'organiser assez rapidement en syndicat catholique, mais il a été très mal reçu par la classe patronale, par la bourgeoisie voltairienne qui y voyait du socialisme. Au Québec, les premiers syndicats catholiques sont apparus en 1907. En 1921, ils vont se regrouper dans la Confédération des travailleurs catholiques du Canada, qui, malgré son nom, n'a pas vraiment sorti des frontières de la province de Québec, soit dit en passant, parce que dans les autres provinces, comme on avait une population majoritairement protestante, ben là, les évêques catholiques en Ontario, dans les autres provinces, acceptaient le principe du syndicat neutre. Mais au Québec, on était assez nombreux pour avoir des syndicats catholiques, et ça, c'était l'idéal. Mais le syndicalisme catholique a dû mener une lutte très forte contre le syndicalisme international. Ce qu'on appelle le syndicalisme international, c'est les syndicats finalement américains qui sont plus ou moins rattachés à l'American Federation of Labor. Finalement, vers 1950, il y avait au Québec 2 tiers des syndiqués dans des syndicats internationaux, 1 tiers dans des syndicats catholiques. Vous remarquerez que même si les évêques et les prêtres recommandaient aux Québécois de se syndiquer dans des organisations catholiques, les gens ne le faisaient pas. Parce que les Québécois acceptaient l'idée de la séparation de la religion et de la politique, à plus forte raison, la séparation de la religion et de la vie économique. Alors donc, les directives des évêques à ce sujet-là n'ont pas été tellement suivies. Ça l'a donné finalement 1 tiers contre 2 tiers. Quel était l'esprit des syndicats internationaux? Ben, ils sont résumés par une phrase de Samuel Gompers, le président de l'American Federation of Labor. More, 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 and now. Donc, l'esprit des syndicats internationaux, c'est d'aller en chercher le plus possible et le plus rapidement possible. Mais quel était l'esprit des syndicats catholiques? C'était un esprit tout à fait différent. Les syndicats catholiques prônaient la collaboration des classes sociales plutôt que la lutte des classes. Ils incitaient sur le respect de la propriété et de l'autorité. Ils recherchaient la conciliation plutôt que la grève. Ils prônaient la confessionnalité de toutes les institutions civiles. La grève était considérée anormale, quoique mal nécessaire. On prônait le corporatisme social, du moins dans le discours. En pratique, on faisait du syndicalisme à peu près comme les autres. Alors, je vais vous expliquer pourquoi tantôt. En principe, on était contre le libéralisme et contre le socialisme, et on défendait les valeurs traditionnelles, travail, famille, patrie.
Même si c'était des syndicats catholiques, ils acceptaient les membres non catholiques, sauf que les statuts du syndicat restaient officiellement catholiques et les officiers supérieurs du syndicat devaient être catholiques, donc un protestant ou un athée n'aurait pas pu se faire élire président de sa section syndicale locale. Les syndicats internationaux accusaient les syndicats catholiques d'être des syndicats de boutique, des gens vendus au patron, des syndicats faibles. C'est complètement faux. Jacques Rouillard, qui est le grand spécialiste de l'histoire syndicale au Québec, a démontré que les syndicats catholiques ont en fait défendu aussi bien les intérêts de leurs membres que les syndicats internationaux. Ils ont mené de dures grèves, comme par exemple celle de la Dominion Textile en 1937, celle du journal L'Action catholique en 1938, celle de l'amiante en 1949. Parlons de la grève du fameux journal L'Action catholique. L'Action catholique, ça, c'était un journal qui appartenait à l'archevêché de Québec. Donc, c'était des ecclésiastiques qui étaient propriétaires, qui étaient patrons. Et c'était évidemment un syndicat catholique. Ça a été une grève très dure. Et on a vu là que les ecclésiastiques, quand ils étaient patrons, ils se comportaient plutôt en patron qu'en ecclésiastique. D'ailleurs, si vous avez lu le roman Les Ploufs de Roger Lemelin ou vu le film, on parle de cette grève-là qui avait scandalisé à l'époque parce que l'archevêché avait demandé à des franciscains, avait sorti des franciscains de leur monastère pour faire des jobs d'esclaves, pour remplacer les travailleurs en grève et faire... Alors, on voit que c'est difficile de faire du vrai syndicalisme catholique quand on est dans un système capitaliste. Même le clergé n'était pas capable de le faire. Et les syndicats catholiques, eux autres mêmes, étaient pris par la logique capitaliste et, en fonction de la logique capitaliste, ils ont fini par glisser vers le socialisme. En 1960, la CTCC est devenue la Confédération des syndicats nationaux. Alors, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Ben, je pense que le problème n'était pas au niveau de la classe ouvrière, mais au niveau du patronat. C'est le patronat qui refusait d'embarquer dans la doctrine sociale de l'Église. On a un jésuite au Québec qui a essayé de travailler auprès du patronat. Il s'agit du père Émile Bouvier, un bonhomme qu'il faudrait faire connaître, qu'il faudrait découvrir. Vous savez que ça a été le premier Québécois à obtenir un doctorat en sciences économiques de l'Université de Georgetown à Washington. Il a fondé le département de relations industrielles de l'Université de Montréal et il a fondé l'association, l'API, c'est-à-dire l'Association professionnelle des industriels. C'est une espèce de syndicat patronal catholique qui prêchait des retraites aux hommes d'affaires et il essayait de leur inculquer la doctrine sociale de l'Église. Ça a malheureusement pas marché du tout. Et on est tombé dans une autre logique. De 1896 à 1929, ça a été une grande période de prospérité économique au Canada, comme partout dans le monde, et au fond, on critiquait pas beaucoup le capitalisme qui avait l'air à bien marcher. On faisait du syndicalisme, mais pas une remise en question des principes de la libre entreprise. Mais la crise de 1929 a changé les choses. 1930, 1931, partout dans le monde, on est convaincu que le capitalisme a définitivement échoué. Et on est convaincu qu'il n'y a que deux alternatives possibles, le socialisme ou le corporatisme. François-Albert Anger, qui est un des esprits les plus brillants qu'on a eu dans l'histoire intellectuelle au Québec, j'ai eu la chance de le connaître, il est mort maintenant, j'ai discuté beaucoup avec lui et il m'avait fait remarquer ceci. Il disait que John Maynard Keynes, le célèbre John Maynard Keynes, dans ses articles qu'il écrivait en 1930 et en 1931, prônait le corporatisme. Pour lui, c'était la seule manière de sortir de la crise. Plus tard, il va concevoir un nouveau système, le système de l'intervention ponctuelle de l'État, ce qu'on appelle le keynésianisme, c'est bien connu maintenant, parce que finalement, il cherchait un moyen de sauver le capitalisme. Keynes est pour les capitalistes, il a peur du communisme, il cherche un moyen de sauver. À un moment donné, il était presque rendu à dire la seule manière de sauver la libre entreprise, c'est par le corporatisme. Mais à partir de 1932, il semble qu'il a évolué dans une autre voie. Mais je le signale pour dire que c'était loin d'être considéré comme absurde au début des années 1930, l'idée corporatiste. Et le pape Pie XI a publié une encyclique en 1931
où, bon, il rappelait les grands principes de Rerum Novarum, mais il arrivait aussi avec de nouveaux principes. C'était quoi ces nouveaux principes? Il approuve l'idée de la nationalisation de certains services publics. Vous savez que dans les années 30, les nationalistes catholiques, canadiens et français prônaient déjà la nationalisation de l'hydroélectricité et ils pouvaient là-dessus s'appuyer sur l'encyclique de Pie XI. Mais, dit-il, la propriété privée doit rester la règle. La nationalisation doit toujours être une exception. Pie XI condamne les prétendues lois naturelles de l'économie. Alors, les économistes catholiques s'attaquaient à certains dogmes de l'économie capitaliste, comme par exemple la fameuse loi de l'offre et de la demande. Georges Valois, qui a écrit en 1925 un ouvrage intitulé « L'économie nouvelle », essaye de démontrer que c'est un mythe, la loi de l'offre et de la demande. C'est à peu près un mythe autant que le principe de la lutte des classes de Karl Marx. Très intéressant de lire ça. La loi du marché, dit le pape, est bon bien sûr pour certains secteurs économiques, mais on ne doit pas en faire une loi générale. La libre concurrence ne pourra jamais apporter ni la paix ni la justice sociale. Il faut revenir au principe qu'on avait dans l'Ancien Régime, le principe du juste prix et du juste salaire. Mais la gestion de l'économie ne doit pas être faite par l'État. L'État sortirait de ses fonctions naturelles s'il se mettait à être un acteur de l'économie, comme le prônent les socialistes. Alors, qui doit gérer l'économie? Des corps intermédiaires. C'est quoi ça, des corps intermédiaires? C'est quelque chose qui existe entre la famille et l'État. Alors, les corporations de métiers, mais aussi toutes sortes d'autres organisations, font partie des corps intermédiaires. Une école, c'est un corps intermédiaire, par exemple. Une société de loisirs, c'est un corps intermédiaire. La Société Saint-Jean-Baptiste, c'est un corps intermédiaire. Mais là, ici, il parle, bien sûr, des corporations de métiers, mais lui, il appelait plutôt ça des associations professionnelles. Parce que dans le corporatisme, il faut savoir que des fois, on change un petit peu les mots. Bien sûr, le pape affirme que l'autorité de l'État doit être supérieure à la puissance économique. Savez-vous, c'est quoi la différence entre une société chrétienne et la société moderne aujourd'hui? Dans une société chrétienne, vous avez en haut l'Église. En deuxième place, l'État. En troisième place, l'économie. Aujourd'hui, dans le monde moderne, c'est complètement l'inverse. Vous avez le pouvoir économique en haut, l'État, qui est généralement soumis au pouvoir économique, puis l'Église qui est en bas, qui ne sert que de mépris pour tout le monde. Alors, on a complètement inversé la pyramide qu'il y avait avant la Révolution française. Il faudrait la rétablir. Le pape condamne le communisme à cause de son athéisme, bien sûr, mais aussi à cause de sa négation du droit à la propriété privée. Donc, il n'y a pas qu'une raison surnaturelle. Il y a aussi une raison naturelle qui fait en sorte que le communisme est intrinsèquement pervers. Pour ce qui est du socialisme mitigé, le pape dit oui, ça peut être acceptable. Parfois, les partis socialistes, pensons au CCF qu'on avait à l'époque au Canada, peuvent arriver à avoir à peu près les mêmes revendications que les catholiques. Mais attention, les socialistes modérés restent quand même matérialistes à peu près autant que les communistes. En conséquence, on ne peut pas faire une véritable alliance politique entre catholiques et socialistes modérés. Bien sûr, le pape dit que le corporatisme n'est pas une solution miracle, il faut également une conversion profonde, conversion morale de toute la société. Le corporatisme a été très populaire au Québec dans les années 30. En 1933, on a publié le programme de restauration sociale des Jésuites, en fait, qui avait été écrit plutôt par Esdras Mainville, qui n'était pas un jésuite, c'était un laïc, c'était lui le principal auteur. Et vers 1935, les trois partis politiques qu'on a au Québec, l'Action libérale nationale, le Parti conservateur du Québec et le Parti libéral du Québec, se réclament tous les trois du programme de restauration sociale des Jésuites. Alors, ça faisait comme une espèce d'unanimité. Mais attention, je pense qu'il aurait été impossible de construire une économie corporatiste au Québec dans les années 30, surtout si le Québec est encore dans la Fédération canadienne. Il aurait fallu au moins que le Québec soit un État souverain. Et même à ça, ça aurait été très difficile parce qu'on n'est pas loin des États-Unis. Et c'est là qu'est le cœur du capitalisme international. Alors, c'était peut-être un petit peu utopique, le projet corporatiste dans les années 30, mais il y a quand même un aspect de la doctrine sociale de l'Église qui, lui, a eu beaucoup de succès, et c'est les coopératives.
avec les Caisses populaires des jardins, avec l'Union des cultivateurs catholiques qui a fondé Agropur en 1938. Alors ça aussi, ça fait partie du catholicisme social. Mais finalement, la guerre va relancer l'économie et ça va renforcer le syndicalisme. Vous remarquerez que quand on regarde le nombre de membres dans les syndicats, les améliorations de salaire, les meilleures conventions collectives, c'est entre 1940 et 1945 qu'on a atteint des sommets. Alors, l'économie marchait bien, le syndicalisme aussi marchait bien. Après la guerre, on s'est tourné plutôt vers les politiques keynésiennes, et finalement, le projet corporatiste a été plus ou moins abandonné. Il y a certains pays où on a fait certaines expériences qu'il vaudrait la peine d'étudier. Je pense par exemple à la Charte du travail qui a été adoptée en France par le gouvernement de Pétain en 1941, mais elle n'a pas été vraiment mise en œuvre. Qu'est-ce que vous voulez? La France était occupée par l'Allemagne, on était en pleine guerre, c'était pas le temps de faire des grandes réformes économiques. Il y a eu dans les pays fascistes, l'Italie, l'Allemagne aussi, des corporations qui ont été mises sur pied, mais il faut préciser que les auteurs catholiques faisaient toujours une distinction entre le corporatisme social de l'Église et le corporatisme d'État des régimes fascistes. Alors on estimait finalement que le corporatisme dans les régimes fascistes était plutôt symbolique, un peu comme les syndicats dans les pays communistes, si on veut. Alors, mais ça vaudrait peut-être la peine d'étudier ça un peu plus en détail, comment ça fonctionnait, les corporations dans ces pays-là. Je connais pas d'études qui ont été faites là-dessus. Quoi qu'il en soit, en 1950, les évêques au Québec publient une lettre pastorale sur le problème ouvrier. Ils parlent du corporatisme encore dans un ou deux paragraphes, mais on voit que l'idée est abandonnée. La grande préoccupation des évêques en 1950, c'est de favoriser l'accès de la classe ouvrière à la société de consommation. C'est finalement d'embarquer dans l'American Way of Life, ce qui n'est pas nécessairement le meilleur projet catholique, tant qu'à moi. Lors du Concile Vatican II, évidemment, on a abandonné tout ça. L'Église se tourne vers un discours globalement social-démocrate, sinon même vers ce qu'on appelait à l'époque la politique de la main tendue aux communistes. Dans l'encyclique de Jean-Paul II, Sanctissimus Annus, publié en 1991, à l'occasion du 100e anniversaire de Rerum Novarum, Jean-Paul II fait l'éloge de Rerum Novarum, et puis il dit tout à fait le contraire. En fait, dans cette encyclique-là, le pape fait l'éloge du nouvel ordre mondial qui est en train de se constituer après la chute du mur de Berlin. Assez spécial de voir le pape se mettre au service du pouvoir établi. Léon XIII et Pie XI, eux autres, étaient contre le pouvoir établi de leur temps, mais c'était pas le cas de Jean-Paul II. Et pourtant, dans son encyclique, ça j'ai été bien surpris, là, il y a un paragraphe où il parle de corporatisme, sans employer le mot. Un paragraphe sur 62. C'est pas complètement disparu. Vous savez, la vérité est dure à tuer. Alors, il reste encore un petit quelque chose. Maintenant, est-ce que aujourd'hui, dans le monde moderne et technologique, le corporatisme pourrait avoir encore un avenir? Il faut se rendre compte que, malgré ce qu'on pense, il y a encore des éléments de corporatisme dans notre société. Quand on parle de comités paritaires, de grappes industrielles, de tables de concertation, d'assurance collective, de formation par l'industrie et même de garderie en milieu de travail, tout ça, c'est des principes corporatistes. François Le Béranger faisait remarquer que l'économie au Japon était peut-être finalement beaucoup plus corporatiste que capitaliste en réalité, sans qu'il emploie le mot corporatiste. Quand vous pensez à une entreprise comme Samsung, par exemple, en Corée du Sud, regardez comment elle fonctionne, c'est presque une société à l'intérieur de la société. Alors, ça ressemblerait un petit peu à ça, le corporatisme. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il faudrait se remettre à réétudier tout ça, ces économistes non orthodoxes, pour sortir de l'espèce de pensée unique qui règne présentement dans nos facultés de sciences économiques et d'administration. Il faut sortir de cette espèce de balancier idéologique qui nous a été imposé par la philosophie des Lumières et qui nous fait osciller entre le libéralisme et le socialisme. D'ailleurs, Léon XIII avait une belle phrase à cet égard. Il disait « Le libéralisme a le protestantisme pour père et le socialisme pour fils. » Vous avez écrit un très bon livre. Si j'avais à en écrire un, savez-vous comment je l'intitulerais, moi?
Je commencerai à poser une question en sous-titre. Vous n'aimez pas les syndicats de gauche? Je répondrai, moi non plus. Donc, libérons-nous du capitalisme. Je vous remercie. Maintenant, pour ce qui est de M. Duhem, je pense que la plupart des gens à ce soir le connaissent plutôt bien. Ex-conseiller politique à la Chambre des communes et à l'Assemblée nationale, expert en développement démocratique en Mauritanie, au Maroc et en Irak. Éric Duhem est aujourd'hui animateur au FM 93 à Québec. Il est aussi chroniqueur dans certains médias du Québec et du Canada. Il a publié récemment 4 best-sellers. Éric? Merci beaucoup. D'abord, je vais commencer par dire que remercier tout le monde d'être là. Merci de l'invitation, merci de votre présence. Je pense que c'est important qu'au Québec, c'est rassurant de voir qu'en 2018, un soir, il ne fait pas trop chaud au début du printemps, les gens se déplacent pour parler de politique publique. Je trouve que c'est quelque chose qui manque cruellement de nos jours. Et l'autre chose aussi que je veux souligner, c'est une soirée par une prière, c'est quand même exceptionnel. Je dirais même que ce qui était historiquement au Québec quelque chose de traditionnel et de normal est devenu aujourd'hui une espèce de forme de contestation. Je trouve ça quand même un clin d'œil assez particulier dans le monde de rectitude politique et de multiculturalisme dans lequel on vit. Je suis content de participer à cet événement-là d'autant plus. Je veux commencer en saluant aussi le conférencier qui m'a précédé, mais je veux juste vous dire que le mot corporatisme que je vais utiliser au cours des prochaines minutes n'a peut-être pas nécessairement à voir avec ce dont il a parlé. Parce que pour moi, le corporatisme, quand je parle notamment des syndicats, c'est des gens qui pensent à la défense des intérêts de ceux et celles qui payent des cotisations au détriment ou sans tenir compte de l'intérêt collectif, de l'intérêt de la masse. Et ça aussi, c'est une des définitions du corporatisme, mais je veux juste préciser qu'on ne parle pas tout à fait de la même chose. Pour commencer ma présentation, d'abord, pourquoi j'ai écrit cet essai-là il y a quelques années, c'est parce que, comme vous, là, je constate qu'au Québec, il y a un paquet de choses qui ne fonctionnent pas. C'est pas normal d'attendre 12 heures à l'urgence. C'est pas normal de se promener dans des routes et d'avoir l'impression d'établir route au lendemain des bombardements. C'est pas normal que notre système d'éducation dans lequel on met autant d'argent sorte avec une cohorte où la moitié ne savent pas écrire. C'est pas normal qu'on vive dans une société où on paye la moitié en taxes et en impôts et on a l'impression que les services publics sont pas à la hauteur de ce qu'on attend. C'est pas normal qu'une période comme aujourd'hui, où il y a pratiquement plus de chômage au Québec, on a un nombre d'assistés sociaux aussi élevé. C'est pas normal qu'on ait des gens qui vivent au crochet d'une société à travailler très peu, à recevoir beaucoup, alors que le travailleur moyen, il travaille comme un fou, il paye et il voit pas l'impact de ce dont il contribue à la société. Moi, je trouve qu'il y a un paquet de choses au Québec qui fonctionnent pas, et quand on se compare, je trouve que ça paraît encore plus. Tout à l'heure, je parlais à un gars qui était ses camions, là, je sais pas si c'est à qui, là, mais il me parlait du fait, quand il sortait de la province de Québec, comment il s'en rendait compte, il peut le savoir les yeux fermés juste par la qualité de nos routes. On a vu aussi, puis je sais que ça a fait beaucoup jaser, là, quand on a dit que le Québec était la province la plus corrompue au Canada. Vous vous souvenez de la une du National, de la Maclean's avec le bonhomme carnaval avec des valises remplies d'argent. Ben, je m'excuse, mais depuis ce temps-là, on a vu avec la commission Charbonneau, puis on le voit avec certains procès qui se déroulent présentement, que c'était peut-être pas si loin que ça de la réalité. Puis moi, j'ai mal à mon Québec quand je vois ça. Parce que oui, je suis nationaliste, oui, je suis un patriote, oui, je suis québécois. Mais le modèle québécois, pour moi, a rien à voir avec celui qui a été érigé depuis la Révolution tranquille. Le Québec, là, il s'est pas construit. Le Québec qu'on connaît, puis le Québec qui nous a fait grandir, puis qui nous fait vibrer, puis dont on peut être fier, là, d'abord, il est pas né en 1960, puis il n'a rien à voir avec la culture de la dépendance qui a été cultivée depuis ce temps-là. Moi, je suis pas fier de voir que on a syndiqué un paquet de choses, qu'on a comment je pourrais dire ça, retirer l'argent de vos poches pour ériger une bureaucratie, pour ériger un modèle qui n'est pas imité nulle part ailleurs dans le monde, puis qui n'a rien de québécois quand on regarde comment nos ancêtres ont défriché le territoire, puis ont fait prospérer la nation dont on devrait être si fiers. Puis, quand on me dit qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui au Québec pour remettre le Québec en marche, hein? Il y a été une époque où le Québec, là, on avait des investissements 2 fois supérieurs per capita par rapport à ce qui se passait dans le reste du Canada. On avait des indicateurs économiques extraordinaires, on avait une population en croissance phénoménale.
Qu'est-ce qu'on peut faire pour remettre ce Québec-là en marche? Bien, il y a plusieurs chantiers qu'on peut faire, il y a plusieurs choses qu'on peut discuter. C'est sûr qu'une dette astronomique pour l'avenir du Québec, c'est pas une bonne nouvelle. C'est sûr que des systèmes sclérosés dans à peu près tout ce qui est bureaucratique au Québec, c'est pas positif. Mais moi, je pense que la première chose qu'il faut faire, et là je diverge avec ce que vous venez d'entendre, je pense pas qu'il faut faire une réforme des idées parce qu'on n'y arrivera pas. Parce qu'il y a justement des forces d'inertie qui sont en place maintenant qui contaminent tout le débat. Et j'ai nommé les syndicats. Moi, je suis de ceux qui pensent que les syndicats, qui ont longtemps été une force positive pour le Québec. Là, moi, je suis pas un anti-syndical, malgré ce que les syndicats aujourd'hui disent de moi. Moi, j'y crois qu'un travailleur, une travailleuse a le droit de contribuer avec son argent pour avoir des gens qui vont la représenter ou le représenter pour y négocier des meilleures conditions de travail. C'est tout à fait légitime, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait démocratique d'avoir ce système-là. Moi-même, je suis membre de l'Union des artistes, puis je suis content de voir que quand je vais, par exemple, faire une chronique dans une émission de télé ou de radio, j'ai pas besoin de négocier à chaque fois un contrat, puis il y a quelque chose qui est économiquement, qui a un sens, puis c'est tout à fait correct qu'on puisse faire partie d'une organisation comme celle-là. Là où j'en ai compte, c'est que j'ai l'impression qu'il y a eu un détournement au cours des 40-50 dernières années de ces organisations-là. C'était des organisations qui, historiquement, se battaient pour le changement. On les a entendus, on les appelait même progressistes à l'époque. Ils étaient dans la rue pour dire qu'il fallait que ça change. Ils voulaient que ça change. Ils voulaient que le Québec change. C'était un peu ça l'esprit, supposément, de la Révolution tranquille. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que c'est plus des forces de changement, c'est des forces d'inertie. Ils sont dans la rue pour dire « touchez pas à nos acquis, touchez pas à nos régimes de retraite, touchez pas à notre protection d'emploi blindée, touchez pas à rien ». Dès qu'il y a des réformes qui moindrement les touchent, ils sont tout de suite dans la rue et ils disent « ne touchez pas à nos frais de scolarité » quand ils encouragent même les étudiants au Legault printemps étudiant il y a quelques années. Donc, mon discours, c'est ça, c'est que je trouve que ces gens-là qui étaient progressistes, qui voulaient faire supposément avancer la société, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils l'empêchent d'évoluer. Ils sont devenus véritablement des forces réactionnaires. Une force qui était supposément à la solde ou qui était là pour le travailleur, aujourd'hui, malheureusement, elle est souvent là pour une idéologie. Et une force qui se revendiquait du peuple et pour le peuple, aujourd'hui, est devenue une élite qui se bat pour une élite. Ils se battent plus, malheureusement, pour le travailleur moyen. J'ai constaté ça, puis j'ai commencé à m'inquiéter de ça. Bizarrement, je travaillais pour Mario Dumont à l'Assemblée nationale, ici à Québec, il y a quelques années, à l'époque de la vécu. Je me souviens d'une commission parlementaire, entre autres, où on sortait, puis c'était sur le R20, la législation au niveau de la construction au Québec. Puis Mario Dumont revendiquait une plus grande liberté d'association pour les travailleurs, dans certains cas. Et lorsqu'on est sorti de la commission parlementaire, Henri Massé était président de la FTQ à l'époque, le plus gros syndicat au Québec. Et Henri Massé avait dit à Mario Dumont, il l'avait épinglé de façon très agressive dans un corridor de l'Assemblée nationale pour lui dire que c'était écœurant, que c'était un capitaliste qui se battait pour les riches puis contre le travailleur. Et j'avais trouvé ça tellement épouvantable d'un gars qui faisait 2-3 fois le salaire de Mario Dumont, d'un gars qui s'en allait avec son chauffeur dans sa limousine cultiver sa brosse qui venait de prendre au Louis Hébert, sa grande allée. Je trouvais ça épouvantable que ce gars-là se permette de dire ça à Mario Dumont, qui avait un salaire certes respectable, à 60-70 000, mais on était loin des 200-300 000 qu'Henri Massé faisait. On était loin aussi d'avoir une limousine, il se promenait avec sa minivan et ses 4 enfants dedans. On était très loin de la réalité qu'il décrivait. Moi-même, j'étais son conseiller politique. Je peux vous dire qu'à l'époque, mon salaire représentait même pas celui de la réceptionniste à la FTQ. Et je trouvais ça vraiment bizarre que ces gens-là, qui nous traitaient de tous les noms, puis qui nous disaient qu'on défendait les élites, étaient eux-mêmes partie intégrante du 1% de la société. Ils sont eux-mêmes, vous savez, on parlait de l'Occupy, puis rappelez-vous tous ces mouvements-là contre le 1% des privilégiés de la société. Mais aujourd'hui, il faudrait mettre à peu près tous les leaders syndicaux dans ce 1%-là. Ils sont dans la rue à gueuler contre le 1% alors qu'ils sont le 1%. C'est quand même assez paradoxal quand vous y pensez. Et comment ça se... Puis ils n'aiment pas ça qu'on le dise, puis ils n'aiment pas ça qu'on le sache. Mais on le sait. Puis on le sait pourquoi? Par accident. Je vais vous donner quelques exemples qui ont fait qu'on s'en est rendu compte. Je remonte, par exemple, au mois d'août 2008. Il y a un grutier, les grutiers gays, là, des fois vous voyez ça là, avec le mot gay sur les grues, là, qui invite à un voyage dans le Grand Nord son ami Henri Massé, parce qu'évidemment, le syndicat s'acoquine souvent avec certains dirigeants dans le domaine de la construction en particulier. On a vu ça à la commission Charbonneau.
Et le fils d'Henri Massé, malheureusement, a un accident en Cessna. Et là, évidemment, ça fait les nouvelles et tout ça, parce que son fils a failli se tuer parce que son Cessna a planté. Et là, on découvre que tout ce monde-là était parti dans une expédition de chasse. On parle de leaders syndicaux, là. Ils sont partis dans une expédition de chasse en hélicoptère dans le Grand Nord québécois, puis ça se promenait en Cessna. C'était des voyages de 7, 8, 10 000 $ par personne pour quelques jours. Ça, c'était nos élites supposément syndicales qui représentent le peuple et qui se battent contre le méchant patronat au Québec. D'autres exemples, évidemment, la commission Charbonneau, on en a eu un nombre incroyable. Je vais vous en donner quelques-uns. Le successeur d'Henri Massé, Michel Arsenault, et Jean Lavallée, qui était à l'époque président de la FTQ Construction. Là, c'est mon cellulaire qui sonne, ça va bien. Donc, Henri Massé et Jean Lavallée, président de la FTQ Construction, se ramassent sur le bateau Le Touch. Vous en avez entendu parler, le bateau de Tonia Curso. 55 000 $ par semaine, cette fois-là, c'est encore un petit peu plus respectable comme prix. Une semaine, toutes dépenses payées. On apprendra par la suite qu'ils sont allés à quelques occasions. On apprend aussi que Michel Arsenault, le président de la FTQ, a reçu notamment comme cadeau de fête une montre de chez Burrs à 12 000 $. C'est beaucoup de monde, vous autres, qui reçoivent ce genre de cadeau à leur fête. On apprend aussi que le même M. Lavallée, le président de la FTQ Construction, avec son épouse, et un autre dirigeant du Fonds de solidarité de la FTQ, Louis Bolduc, se sont fait payer une semaine de cure d'amaigrissement dans une clinique ultra spécialisée en Allemagne à 17 000 $ la semaine par personne. C'est quand même pas si pire, hein? Et quand tu lis ça, tu te dis, OK, ces gens-là sont dans la rue, puis ils gueulent, puis ils nous disent que c'est pour le travailleur, puis ils siphonnent le gars qui travaille à 12, à 15, à 17 $ à coût de cotisation de 20-30 $ la paye. Et ces gens-là vivent la vie des gens riches et célèbres. Puis je reviens à la commission Charbonneau parce que malheureusement, on n'a pas juste appris que les Tonia Curso de ce monde finançaient les leaders syndicaux, on a aussi appris que les Tonia Curso de ce monde profitaient beaucoup de l'argent, notamment du Fonds de solidarité de la FTQ. C'était en fait le plus gros récipiendaire de l'argent du Fonds de solidarité de la FTQ, et malheureusement, je trouve qu'on en parle trop peu, pour ne pas dire pas pantoute des médias traditionnels au Québec de nos jours. Je veux finir en disant qu'il y a quand même eu des batailles importantes qui ont été menées ces dernières années. Je pense à Québécois avec Pierre-Carl Péladeau, je pense avec Couche-Tard, avec Alain Bouchard, je pense à même Walmart, quand vous avez vu ce qui s'est passé au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y a des exemples où effectivement, il y a des entrepreneurs québécois qui se sont tenus debout et qui ont réussi à gagner quelques batailles, mais de façon générale, ça a été excessivement difficile. Moi, l'espoir que j'ai évidemment dans le livre, je propose un paquet de solutions. D'ailleurs, ceux qui n'ont pas pris une copie, vous pourriez en avoir une copie, il y en a des copies gratuites à la sortie. Mais au-delà de toutes les solutions, le seul espoir que j'ai, c'est que le monde du travail est tellement en train de changer que même le dinosaure québécois va être obligé de s'adapter. C'est-à-dire que, étant donné qu'on est en train de passer une économie du savoir, étant donné que la nouvelle génération va être composée de travailleurs autonomes, le modèle syndical est de moins en moins adapté pour la nouvelle réalité. Il n'y en a pas beaucoup là, des jeunes de 20-25 ans aujourd'hui qui peuvent espérer ou rêver rentrer dans une usine puis sortir 40 ans plus tard avec un gros régime de retraite. Là. Des jobs comme ça a existé dans le temps de nos parents, nos grands-parents, mais pour les enfants du Québec de demain, ça ne sera pas tout à fait ça la réalité. Et la réalité aujourd'hui, c'est que de plus en plus les gens vont payer au résultat en fonction des compétences et beaucoup moins en fonction de la permanence qu'en fonction de l'ancienneté. Et pour moi, c'est ça qui est le principal espoir, mais pour ce qui est d'avoir des politiques qui vont se tenir debout face à ce géant syndical, j'ai bien peur qu'il n'y en aura pas beaucoup. Fait que je vais mettre fin à ma discussion comme ça, mais je vais vous inviter à poser des questions, des commentaires, puis on va essayer de répondre au meilleur de nos connaissances. Merci beaucoup encore une fois. Autrement dit, pour la période de questions, ça va prendre quelqu'un pour briser la glace. Juste peut-être vous lever et avec une voix forte, poser une question, si possible, brève et concise. Autrement dit, tentez pas de répondre dans votre question à la question, laissez briller nos conférenciers. Quelqu'un de premier? Oui, si je comprends bien, en ce qui concerne ma génération, c'est peine perdue qu'il y avait. Mais... Tu sais, moi, je n'aurais jamais le doute de ça. C'est sûr que c'est une façon de le voir. Je veux pas être ultra pessimiste, mais je ne ressens pas au Québec présentement un courant qui pourrait réformer à court terme
le système actuel. Maintenant, c'est toujours, on peut regarder la moitié du verre qui est plein ou la moitié du verre qui est vide, mais c'est clair qu'il y a un changement, lentement mais sûrement. La réalité est en train de changer, la réalité est en train de les rattraper, puis qu'ils le veuillent ou non, ils sont obligés de se rapprocher de ce que le Québécois et le travailleur moyen exigent. De plus en plus, l'international et nos voisins nous forcent aussi à faire des réformes. Mais si je regarde strictement ce qui se passe à l'Assemblée nationale, je vois très peu de mouvements dans ce sens-là. J'ai l'impression qu'il y a une espèce, pas d'unanimité, mais quasiment, les différences entre nos partis politiques, on va se le dire, sont assez minimes présentement. Là. Il n'y a pas de gros débats sur ces enjeux-là. Il n'y a personne qui veut s'attaquer à ça, pour les raisons que je viens de vous dire. Est-ce qu'ils vont faire comme Régis Labombe avec son tramway, puis ils nous le disent pas, puis un coup qu'il va être élu, François Legault va revirer de bord, il va se mettre à taper ses syndicats, je ne sais pas. Mais personnellement, j'en doute. Parce qu'il n'y a pas juste les syndicats là, qui minent le Québec, il y a la mafia, là. Oui. Mais malheureusement, ils sont souvent coquinés, vous avez remarqué. Il y en a qui c'est vrai, à Montréal, là, les gangs de rue, la mafia italienne, la mafia russe, libanaise, juive, limite, là. Je ne sais pas là, comment le Québec va finir par arriver, par aboutir à quelque chose de positif, parce que... Ça me décourage, vous avez mal à votre Québec. Si, tout à l'heure, on parlait de François Legault qui a avancé, je parlais du 20% aux enseignants. Oui. Il le fait maintenant, ce discours-là, à l'Assemblée nationale, ou si on avait ce vent-là? Je pense qu'il a eu sa leçon, il s'est fait assez taper sur la tête par les syndicats que je pense pas qu'il va proposer ça. Donc, c'est le silence présentement. Présentement, il n'a jamais envoyé cette proposition-là. Peut-être. Oui. Deuxième, j'ai lu votre livre. Lequel? J'ai étudié la question de la syndicalisation oui. au Québec. Puis, d'un côté, on a le secteur privé. Oui. Puis le secteur public. Le secteur public, parapublic, est très syndiqué. Là. Puis on parle souvent, surtout en période électorale, de la nécessité de réduire la taille de l'État. Comment réduire cette taille-là si le secteur public et parapublic est si syndiqué? Oui, c'est une excellente question. Je vais vous donner les chiffres maintenant. J'essaie juste de trouver dans mes chiffres, de me sortir de mes papiers, parce que j'ai les chiffres sur le pourcentage. C'est hallucinant quand on compare le public et le privé. Grosso modo, je sais, je les ai écrits. Enfin, mais c'est grosso modo, là, on parle d'à peu près 16-17% dans le privé, si j'ai bonne mémoire. C'est 74-77% dans le public. Là. Grosso modo, c'est sûr que le secteur public est évidemment beaucoup plus syndiqué que le secteur privé. Puis vous savez que c'est bizarre, hein, parce que autant aux États-Unis qu'au Québec, les gens qui ont fait la promotion, ici on a appelé ça la Révolution tranquille, aux États-Unis ils ont appelé ça le New Deal avec le président Roosevelt, mais les deux révolutionnaires, les deux qui étaient les têtes d'affiche de ces mouvements-là, autant Roosevelt au sud que Jean Lesage ici au Québec, les deux étaient contre la syndicalisation de leur fonction publique. Puis les deux ont des propos très durs, je vais vous lire deux citations, je pense que c'est page 86. Ils ont eu des remarques assez dures à l'endroit de ça. Jean Lesage disait que la reine ne négocie pas avec ses sujets, donc il n'est pas question qu'on commence à négocier avec un syndicat qui est supposé représenter l'État et travailler avec le service de l'État. Roosevelt est allé encore plus loin en disant que c'est sur ses employés, donc les employés de l'État, que repose le devoir de servir la nation. Cette obligation est primordiale. Une grève des employés de la fonction publique ne fait que manifester leur intention de paralyser le gouvernement. Ces actions paralysantes de l'État sont intolérables et inimaginables. Ils ne pouvaient pas imaginer une fonction publique syndiquée. Donc, les deux qui ont fait un espèce de vent de gauche là, qui a amené justement à la syndicalisation bizarrement de la fonction publique, les deux avaient mis en garde que oui, le syndicalisme est bon, oui, il faut augmenter le taux de syndicalisation, mais jamais il faut l'ouvrir à l'État. Il y a encore un gros courant dans certains endroits ailleurs dans le monde, puis au Québec, qui dit qu'il y a un conflit d'intérêts à syndiquer des employés de l'État parce que, en quelque part, le politicien, il n'est pas là pour négocier, pour protéger le bien public. Il est là pour essayer de s'assurer sa réélection. Et malheureusement, des fois, il prend
l'argent de la prochaine génération, donc il va hypothéquer l'avenir de la prochaine génération pour gagner la prochaine élection, et il va donner des augmentations de salaire, comme on vient de le voir par exemple avec les médecins, comme on va le voir avec d'autres corps de métier dans les prochaines semaines avec des élections. C'est toujours payant de donner des nananes à des clientèles électorales qui vont se présenter aux urnes et qui vont voter pour le bon vote. Comment ça se passe, le syndicalisme, dans des pays comme la Chine, le Bangladesh, le Mexique, l'Asie du Sud-Est, les pays dans le fond dans lesquels parfois nos usines vont être délocalisées, qui rentrent en compétition contre nos travailleurs ici. Mais là-bas, est-ce que les conditions de salaire, santé, sécurité, environnement ne sont pas très respectées? C'est zéro. Mais en fait, non, c'est pas vrai. Il y a quelques pays qui ont des groupuscules syndicaux, mais c'est vraiment, ça n'a strictement rien à voir avec nous. C'est sûr que, mais en même temps, on ne veut pas promouvoir un modèle comme ça, c'est de l'esclavage pratiquement, là. Puis il n'y a pas aucune condition, il y a des enfants qui travaillent, c'est pas un idéal, là, que les gens gagnent une pièce ou deux $. Mais c'est eux qui en auraient besoin. Ça fait l'affaire de tout le monde, autant nous, travailleurs ici. Ça, c'est intéressant ce que vous dites là. Ils sont en compétition avec les travailleurs qui sont là-bas, que eux, là-bas, où leur salaire est très... Les syndicats sont les plus grands protectionnistes. Quand vous avez, là, quand on a négocié, par exemple, le libre-échange avec les États-Unis au Canada en 1988, les principaux acteurs sont intervenus avec de l'argent pour faire campagne contre l'entente de libre-échange canado-américaine, c'était les centrales syndicales. Dans pratiquement tous les traités internationaux, les syndicats se dressent contre ça, alors que s'ils étaient véritablement à la défense du petit travailleur, dans bien des cas, ils sont en faveur, parce que c'est le gros travailleur qui travaille dans des grosses usines ici, qui gagne 20, 30, 40, 50 qui va perdre son job. C'est un gars qui gagne 2, 3 piastres de l'heure, qui va voir doubler son salaire ailleurs dans le monde. Donc, si on pensait strictement au bénéfice du travailleur le plus faible et le plus pauvre, les syndicats seraient des partisans du libre-échange, alors qu'ils sont les plus gros opposants. C'est un paradoxe un peu, effectivement, du mouvement syndical. C'est-à-dire qu'ils se battent pour fermer nos frontières. C'est là quand je parlais de corporatisme, le corporatisme dont je parle, c'est celui-là. C'est-à-dire que tout ce qu'ils pensent, c'est pas le bien-être de la population, des travailleurs. Ce qu'ils pensent, c'est véritablement ceux et celles qui payent des cotisations, qui en payent encore davantage, qui aient plus de revenus pour en donner encore plus dans les coffres. Mais avec ou sans libre-échange, il va y avoir de toute façon du syndicalisme. Dans ces pays-là, ça change. Non, mais le fait est que, à partir du moment où il va y avoir des grosses usines, à partir du moment où il va y avoir une force de production qui va avoir une possibilité de vendre à gros prix à l'extérieur, c'est sûr que ces travailleurs-là vont s'organiser, puis à un moment donné, leurs conditions de travail vont s'améliorer. D'ailleurs, c'est déjà commencé. Regardez, en Chine, aujourd'hui, les conditions de travail sont bien supérieures à ce qu'ils étaient, sont bien meilleures que si vous allez au Bangladesh ou dans les petits États émergents autour, qui sont en train de faire à la Chine ce que la Chine a fait aux États-Unis et au Canada il y a quelques années. Oui? Merci bien les deux conférenciers. Je m'adresse aux deux conférenciers. Dans la situation actuelle, quelles sont les solutions que vous proposez? Merci. Question un petit peu large. Bon, écoutez, si M. Duhem, son ennemi numéro 1, c'est le syndicalisme, je vais vous dire c'est quoi le mien. Moi, c'est le libre-échange. Revenons au protectionnisme, et à ce moment-là, je pense que Trump et le Brexit, ça va dans cette ligne-là. Malheureusement, je ne pense pas que Trump le réalise, mais il faut d'abord sortir du libre-échange. Moi, je pense au contraire. Moi, j'aime le style Trump, ses positions anti-libre-échange, je suis moins d'accord. Puis en tant que Canadien, on risque d'en souffrir énormément. Mais moi, je pense pas que l'avenir est à se replier à ce niveau-là. Je pense au contraire que avec les nouvelles technologies aujourd'hui, un employé, même moi, je peux faire mon émission n'importe où dans le monde. Il va y avoir on est de moins en moins attaché au sol en termes comme travailleur. On est de plus en plus volatile. C'est de plus en plus facile pour un travailleur aujourd'hui d'aller exploiter son talent là où il est le mieux accueilli. Puis les États qui sont les plus totalitaires, qui vont restreindre le plus ses libertés, mais ça risque d'être les États qui vont décliner plus rapidement. Est-ce que je pourrais vous poser une question, Lizzie? J'ai bien aimé la citation de Franklin Delano Roosevelt, les raisons pour lesquelles il s'opposait à la syndicalisation des fonctionnaires, quand il disait le rôle des fonctionnaires, c'est de servir la nation. C'est beau ça, servir la nation. Mais comment peut-on développer l'idée de service de la nation dans une société aussi matérialiste, consumériste et capitaliste que la nôtre, et que vous semblez encourager M. Duhem? Écoutez,
Moi, je pense pas que c'est incompatible de servir et de vouloir son bien-être personnel aussi, là. Même à l'époque, il y a toujours, les gens ont toujours, il y a pas beaucoup de gens qui sont prêts à faire du bénévolat, puis tout le monde a besoin de nourrir sa famille, puis tout le monde a besoin d'avoir... On va compter ces bénévoles pour la fonction publique. Non, c'est ça, je dis, c'est qu'à un moment donné, tout le monde a besoin d'avoir un salaire décent, et tout le monde a besoin d'avoir des conditions minimales, puis aujourd'hui, ben, heureusement, grâce à cette société-là, moi, je salue le capitalisme, puis pour la raison que je suis capitaliste, là, c'est que si aujourd'hui on est aussi bien habillé, si aujourd'hui on roule avec des aussi belles voitures, si aujourd'hui notre espérance de vie est aussi élevée, si aujourd'hui, c'est grâce au capitalisme. Moi, je crois, puis regardez les sociétés qui ne le sont pas, puis regardez leur état d'avancement à ce niveau-là. Pour moi, il n'y a même pas de débat. Pour moi, c'est la concurrence, puis c'est le viser plus haut. Puis moi, quand je vois mon boss qui gagne plus haut, mais ça m'incite à travailler davantage, puis à produire davantage, puis à donner davantage à ma collectivité. Et pour moi, il n'y a pas... J'accepte pas de me faire dire qu'on est égoïste, qu'on pense juste à s'enrichir, qu'on est matérialiste parce qu'on est capitaliste. Au contraire, le capitalisme, là, si tu veux, avant de redistribuer la richesse, il faut la créer. Et moi, ce qui me fait peur dans le socialisme, dans ceux qui proposent d'autres formes de dérivés du socialisme, c'est que ces gens-là pensent à la distribuer, mais malheureusement, ils n'en créent pas. Et on ne peut pas distribuer quelque chose qu'on n'a jamais eu. Vous posez une deuxième question. Mais arrêtez de poser une question puis répondez. J'ai un petit point de vue un peu différent. Non, je pense pas que c'est à cause du capitalisme qu'on a un niveau de vie comme on a aujourd'hui. C'est tout simplement à cause de la science et de la technologie. Et ça, la science et la technologie peut exister dans une société non capitaliste. Hein. Ça ne vient pas du capitalisme nécessairement. J'aurais une autre question à vous poser. Vous nous parlez de l'économie du savoir. Hein? On sort de l'économie industrielle pour rentrer dans l'économie du savoir. Il faut s'adapter à ça. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'on rentre dans l'économie qu'on appelle l'économie de la make job. Et j'ai l'impression, quand je lis votre livre, que finalement, c'est le culte d'une société de make job que vous nous proposez. Ben écoutez, moi je pense pas, regardez les gens qui travaillent dans la nouvelle économie, qui travaillent en informatique, qui travaillent en génie, c'est pas des gens qui ont des make jobs. Regardez le taux de scolarisation de la jeunesse qui est beaucoup supérieur à ma génération, puis encore davantage que celle de mes parents. Moi, je crois au contraire que ces gens-là vont mieux s'en sortir. La raison pour que la jeunesse s'appauvrit, d'ailleurs ça c'était mon premier livre, c'est l'État contre les jeunes, c'est parce que l'État les a endettés, parce qu'il y a une génération qui est passée avant, qui a pelleté des montagnes de dettes publiques sur leurs épaules, qui a détourné une partie de la richesse future vers leur propre bien-être. Et si cette jeune génération-là, aujourd'hui, peut pas aspirer peut-être à autant de richesse, c'est pas à cause de l'économie de marché, c'est justement à cause d'une économie centralisée puis contrôlée par des politiciens qui ont acheté des votes sur le dos de cette génération-là. Dans le fond, moi, j'avais une question pour vous, M. Dupuis. Dans le fond, vous dites que le capitalisme, ça serait pas le modèle qu'il faudrait prôner et tout, mais en fait, le socialisme, je vois pas en quoi ça pourrait aider, parce qu'on le voit au Québec depuis des dernières décennies. Le socialisme a été prôné, c'est beaucoup de la redistribution de la richesse. Si moi j'ai 100$ et je le donne à 5 personnes, c'est 20$ à chaque personne. On n'a pas créé de richesse, on a redistribué, ça le dit effectivement. Et je vois pas en quoi redistribuer la richesse va créer de la richesse et améliorer le système économique, voire améliorer le système des travailleurs. C'est ça que j'ai compris. Ouais. Mais c'est pas la solution que je propose non plus. Je suis aussi anti-socialiste que anti-capitaliste. On propose autre chose. D'accord, mais... Excusez-moi, mais qu'est-ce que vous proposez? Ah, c'est ça, c'était plus ça dans le fond. C'était plus dans le fond, qu'est-ce que vous proposez? Je comprends, c'est le socialisme, mais je veux dire, si vous êtes contre le libéralisme, et dans le fond, c'est libertaire et tout, je veux savoir en quoi le socialisme non plus n'est pas bon, mais qu'est-ce que vous proposez entre les deux? Je veux dire, à un moment donné, il faut se positionner, c'est soit à droite, soit à gauche, c'est quoi le milieu? OK. Quand on regarde des grands philosophes comme Platon, Aristote et saint Thomas d'Aquin, ils disaient aux autres qu'il y avait 3 types de régimes politiques possibles. La monarchie, l'aristocratie et la démocratie. Alors, Platon, lui, prônait plutôt la monarchie. Aristote était un partisan de l'aristocratie. Saint Thomas d'Aquin, lui, prônait la monarchie tempérée. Enfin, il y a différents alliages possibles. Mais en réalité, ces 3 principes-là existent encore dans notre société. On a encore un principe monarchique dans notre société. Regardez le décorum qui est autour de quelqu'un comme Donald Trump. Alors, c'est un héritage de la monarchie. Toute société, à toutes les époques, a toujours
amalgame des trois, un agencement des trois. Maintenant, j'arrive sur le plan économique. Je pense, ça c'est pas Aristote qui dit ça, c'est mon idée personnelle, je pense que c'est la même chose en économie. Dans toute société, à toutes les époques, vous avez eu un peu de capitalisme, un peu de corporatisme, un peu de socialisme. Chacun est bon, mais à sa place. Et il faut savoir bien l'agencer. Actuellement, oui, il y a du socialisme dans la société, hein, monsieur Duel le dénonce assez vertement. Il reste des éléments de corporatisme, j'en ai parlé un petit peu, mais c'est certain que c'est le capitalisme qui prédomine. Ben, moi, je rêve d'un agencement différent, où ce serait effectivement le corporatisme qui prédominerait, mais il y aurait quand même une place pour l'État, le rôle de l'État qui est indispensable, il y aurait une place pour l'entreprise privée qui est vraiment créatrice de richesse. Alors donc, il faut aménager ça de manière différente. Alors là, si vous me demandez des solutions concrètes, pratiques, immédiates, ben, je pourrais vous suggérer quelques idées, mais moi je pense qu'il faut reviser de fond en comble notre vision de la société avant de commencer à parler de tuyauterie finalement. Peut-être, M. Duhal, on va revenir un petit peu en arrière où vous étiez tout à l'heure, vous parliez beaucoup contre les syndicats. Vous en parlez un petit peu aussi qui a été bon, un peu là-dessus, c'est ça. Il faut peut-être penser aussi que ce n'est pas tous les syndicats qui sont mauvais dans la situation. Il y a aussi différentes étapes de syndicats, il y a différents syndicats. Je vais vous donner un exemple. Okay? Vous avez le syndicat de TUAC au Québec, c'est le syndicat des travailleurs unis d'alimentation. C'est le syndicat qui défend les travailleurs qui sont les moins bien payés au Québec. Et je peux vous dire une chose, s'ils n'étaient pas là, où seraient ces travailleurs? Et je peux vous dire que j'en parle en connaissance de cause, je suis venu vous écouter. Je suis vice-président de la TUAC à Québec. Je suis capable de vous dire qu'aujourd'hui, nos syndicats, notre syndicat, celui pour lequel je suis, je ne parle pas des autres, je ne m'occupe pas des autres syndicats, je m'occupe du mien. C'est qu'on travaille au niveau avec les employeurs comme ça, pour essayer de s'organiser et avoir une entente. Et je peux vous dire une chose, la mentalité de mon syndicat, que je vous parle, a beaucoup changé de celle qui était avant. C'est qu'aujourd'hui, on s'assoit avec les employeurs, on s'assoit avec les compagnies, on négocie, on est capable de regarder la capacité de payer de l'employeur pour le travailleur aussi. Et je peux vous dire une chose, chez moi, là, j'ai 60% des travailleurs qui n'ont pas de plan de pension. Et c'est pas dire qu'ils ont tout ça parce qu'ils sont syndicats. C'est pas le syndicat de la fonction publique. Pardon? C'est pas le syndicat de la fonction publique, c'est ça que je voulais dire. Mais d'abord, je vous remercie de votre question parce qu'il y a deux choses, ça me permet de mettre quelque chose très au clair dans le livre, je le fais, mais je comprenais, j'ai pas pu lire 160 pages aujourd'hui pendant l'intervention. Il faut faire d'abord la nuance entre les grandes centrales syndicales, ce qui se passe à Montréal, et ce qui se passe dans les unités syndicales, dans l'usine ou dans le milieu de travail. C'est deux mondes. D'abord, il faut que vous sachiez qu'il y a une grande part de l'argent de cotisation qui s'en va direct à Montréal. Il n'y a aucun travailleur qui envoie couleur au niveau local. Et il y a des travailleurs au niveau local qui n'envoient pas couleur. Donc, quand ça s'en va à Montréal, à CSN ou à FTQ. Ça, je vais me battre pour ça. C'est pas vrai ce que vous dites. Mais voyons, non, c'est pas vrai. Attendez, je vais vous l'expliquer. Je suis là pour vous l'expliquer. Allez-y. Les cotisations qui sont payées par les travailleurs. Venez ici, monsieur. Oui, monsieur, si vous voulez vous rapprocher, parlez au micro. Parlez au micro tous les deux. Non, donc vous dites que c'est pas vrai qu'il y en a qui s'en vont à Montréal à la écoutez, j'ai compris. Les cotisations qui sont payées par les travailleurs sont gérées par une centrale et sont réparties. Juste pour vous donner une idée, là, moi je suis ici là, ce soir, dans ma tête, j'étais à Montréal. J'étais en réunion avec la FTQ où on parlait justement des fonds de retraite et des assurances collectives, des problèmes qu'on a là, actuellement avec ça. Tous ces travailleurs, les travailleurs que vous avez là, c'est sûr que il y a du monde qui soit payé à quelque part pour se transporter, pour aller aux réunions, pour faire toutes sortes de choses. Moi, je suis un formateur pour le TUAC. Je travaille peut-être 20 jours dans le mois à donner des formations. Tout ce qui est payé pour moi, là, c'est pas des salaires que la FTQ me donne parce qu'on est affilié à la FTQ. J'ai le même salaire que j'ai à mon usine à laquelle j'appartiens. Ça veut dire que j'ai été donné. Libéré pour. Oui, je suis libéré.
je suis payé au même salaire que j'avais à l'usine. Moi, j'ai pas peur de vous dire, là, je travaille à Québec pour une usine qui s'appelle Adico. Ça fait 10 ans que je suis là. Je gagne 13,89 $. Et quand je vais donner des formations pour la TUAC, je gagne le même prix. Et j'ai rien de plus, et je fais même du bénévolat parce que je suis payé 8 heures, des fois je travaille 12 heures. Vous payez pour être sans soir? Pardon? Vous payez pour être sans soir? Non, soir, je reviens de ça que je vous dis non. Mais juste vous dire une chose, je veux juste qu'on mette les choses des fois au point. Je comprends votre optique, je comprends votre opinion. Je sais qu'il y a des mauvais côtés syndicaux, comme il y en a au gouvernement, comme il y en a partout, mais il faut regarder les deux côtés, par exemple. Ce que je vous disais tantôt, c'est ça, c'est qu'il y a une partie qui reste dans le syndicat local, une partie qui s'en va à la centrale au niveau national. Moi, ce que j'en ai compte, surtout, évidemment, vous avez compris que c'est les grandes centrales syndicales au niveau national. Vous avez compris aussi que il y a deux choses qui m'énervent là-dedans. Il y a une partie de l'argent qui s'en va là-bas. Ça sert pas malheureusement à des gens comme monsieur qui se bat pour son travailleur dans son usine, pour son fonds de pension ou pour son augmentation de salaire. Ça va à faire de la propagande politique. Moi, c'est ce bout-là qui m'écœure le plus. Quand il y a de l'argent qui est détourné et qui est donné à la gang de Gabriel Nadeau-Dubois puis sa gang de vandales dans les rues de Montréal, moi, je débarque complètement de ces organisations-là. Quand ils prennent de l'argent puis qu'ils détournent ça, puis malheureusement, ça arrive de plus en plus, là. Aller à l'Assemblée nationale, voir n'importe quel débat, il n'y a pas un projet de loi qui est déposé sans que les syndicats qui sont prêts à déposer des mémoires puis envoyer des équipes pour dire qu'est-ce qu'il faut qu'on pense sur tous les projets de loi qui n'ont strictement rien à voir avec les travailleurs qui payent les cotisations. Si ces travailleurs-là, ils n'ont pas un mot à dire sur l'argent qui est détourné. Pire que ça, il y a eu une loi qui a été adoptée à Ottawa il y a 5 ans à peu près, la loi C-377 sur la transparence syndicale. C'était une loi qui obligeait les syndicats à rendre publics leurs états financiers. Ils ont tout fait pour se battre contre ça. Rappelez-vous de la dernière élection fédérale, ils ont tout fait pour battre les députés conservateurs dans toutes les régions du Canada pour abolir le projet de loi. Et croyez-le ou non, le beau Justin Trudeau, une des premières choses qu'il a faites quand il est arrivé, il a aboli la transparence pour empêcher les travailleurs d'avoir accès à ce qui se passe avec l'argent qu'ils donnent à leurs syndicats. Pire que ça, aux États-Unis, là, vous allez sur le Department of Labor, tous les syndicats, vous allez pouvoir voir comme travailleurs tous les montants qui ont été dépensés par votre syndicat, où l'argent est allé. Qu'est-ce que les syndicats ont à cacher au Québec, au Canada, pour nous empêcher de savoir qu'est-ce qu'ils font avec cet argent-là? Aux États-Unis, monsieur, non, mais laissez-moi parler, vous allez parler, je veux juste vous répondre. Aux États-Unis, quand les Américains ont mis ça en place, c'est George W. Bush qui avait mis ça en place. En l'espace, là, je pourrais sortir des chiffres, là, mais c'est des centaines de millions de dollars pour fraude et corruption que les syndicats ont été pris, qui ont été obligés de le redonner aux travailleurs. Les États-Unis. Oui, mais je vous dis qu'au Canada, on voulait la même loi, on l'a eu, puis vous êtes battus contre ça, puis vous avez réussi à aider le beau Justin pour qu'il abolisse ça. Je peux vous l'expliquer. Oui, allez-y. On a des assemblées générales, des syndicats, dans chaque région. Comme moi, le TUAC, on a des assemblées générales à Québec, Sherbrooke, Montréal, Gatineau, régulièrement. Nos états financiers, écoutez-moi bien, là, sont, je vous invite, M. Duhem, à venir à une assemblée générale. Nos états financiers sont distribués à tous les membres qui veulent l'avoir. Il n'y a pas de cachette. Moi, j'administre TAC 500. Donc, vous êtes pour le projet de loi 377, vous? Pardon? Étiez-vous pour le projet de loi? Non, je vais vous expliquer pourquoi. Ok, vous êtes contre. Je vais vous expliquer pourquoi. Si tous les membres veulent venir voir les états financiers, il n'y a pas de problème. Oui, il y en a des problèmes. Non, c'est pas de problème. Monsieur Duhem, je vous invite à venir à l'Assemblée générale. Ben, donnez-moi là les rapports financiers. Là, tous les ans, je les demande, puis ils veulent pas me les envoyer. Pas de problème avec ça. Mais je vais vous expliquer pourquoi on ne voulait pas que ce soit comme ça. OK, pour que ça soit public. Il y a des syndicats qui sont moins forts que d'autres, qui ont moins de finances que d'autres. Okay? L'employeur qui saurait facilement là, que ton syndicat n'a pas une bonne réserve pour faire face à une grève ou quelque chose comme ça, va ambitionner. Il y a des syndicats qui n'ont pas assez de fonds pour ça. Moi, j'étais membre avant des TAC 503 Québec, qui était un petit syndicat où on avait 18 000 membres. Arrivé une grève chez nous, là, on n'avait pas les moyens. On en a fait une qu'on s'est battu. Tantôt, vous avez parlé de chez Walmart. Là. Je suis celui qui s'est battu contre Walmart. Et je peux vous dire une chose, là. Qui a gagné? Personne, tout le monde parle. Non, c'est qui a gagné? Les syndicats. Non. Écoutez-moi bien, là.
Vous n'êtes pas au courant? On va vous mettre au courant. TOAC 503 gagné en Cour suprême contre Walmart. Ils ont quand même fermé. Ils ont fermé, oui. Tous les travailleurs qui ont travaillé à ce moment-là ont eu un très bon morceau d'argent. Je ne peux pas vous donner mon temps parce que c'est confidentiel. C'est une entente confidentielle. Mais il n'y a pas un travailleur qui s'abonnait d'avoir ce morceau-là. Ça nous a coûté au syndicat 1 million pour les défense. Voyez-vous là? 1 million. On était jusqu'au bout. La question se posait à monsieur, désolé, j'ai oublié votre nom, mais j'écoute vos conférences sur notamment Charles Maurras sur Internet, etc., sur YouTube, très intéressant. Ma question c'est, souvent ça va arriver, je suis souvent d'accord par exemple avec des gens comme M. Duhem ou Ron Paul ou Rand Paul aux États-Unis, c'est des mouvements qui m'intéressent beaucoup. Par contre, comme nationaliste québécois, je suis d'accord, je suis très protecteur de notre histoire catholique et j'aimerais savoir, est-ce que vous croyez que c'est possible, sur le plan sociologique, que comme peuple catholique, le peuple québécois un jour devienne plus près du protestant, des valeurs protestantes, comme par exemple ce que Max Weber disait, l'éthique protestante du capitalisme. Est-ce que vous croyez que le Québec, comme société catholique, peut un jour prôner ce que M. Duhem souhaite? Ben, le Québec actuel, il prône ce que M. Duhem. Mais voyons donc! M. Duhem est un défenseur du statu quo. Depuis 1980, on est dans la logique néolibérale de Reagan, de Thatcher. M. Duhem est un idéologue, c'est ça. C'est un extrémiste de la pensée libérale, mais il défend le système, je m'excuse. Oui, on a Mais là, moi, je voulais finir la soirée, mais là, je pense que ça va au moins un droit de réplique à Eric. Mais, écoutez, je pense que vous m'avez pas entendu souvent, mais c'est la première fois que je me fais accuser de défendre le système. Moi, écoutez, je comprends que le Québec a un passé catholique riche, puis moi, je le défends, puis écoutez, je me suis battu, je pense que je suis un des premiers, sinon un des très rares qui s'est défendu même pour que la Croix reste à l'hôpital Saint-Sacrement encore il y a quelques mois. Moi, je considère qu'on a un héritage important et ça fait partie de nous. Puis c'est pas négociable. Je veux dire, on commencera pas à effacer l'histoire par faire l'histoire. C'est pas vrai qu'on va mieux accueillir les nouveaux arrivants parce qu'on s'efface soi-même. Au contraire, les gens vont nous respecter davantage s'ils viennent chez nous puis ils savent à quoi s'en tenir puis où ils arrivent. Donc ça, pour moi, c'est fondamental. Maintenant, moi, je suis pas nostalgique du Québec des années 40. Je pense pas que le Québec va retourner dans un modèle de société comme on a déjà été. Je ne pense pas que c'est possible de croire qu'on va réincarner ça à nouveau. Et là-dessus, je pense qu'on diverge. Moi, je vois une certaine forme de modernité dans le Québec d'aujourd'hui, puis j'ai l'impression qu'il y a des valeurs fondamentales qui n'ont pas, où il n'y a pas de possibilité de retour en arrière. Je comprends que la Révolution tranquille, elle a signifié deux choses. Oui, elle a signifié d'une part la croissance phénoménale de l'État québécois, puis elle a signifié aussi parallèlement un changement profond de nos valeurs. Et autant je me bats pour la réforme de l'État, puis de retourner justement à un État beaucoup plus petit, je ne pense pas qu'au niveau des valeurs, il va y avoir un retour possible à ce niveau-là. Moi, je pense que cette bataille-là, pour ceux et celles qui en font la promotion, elle est perdue. Moi bizarrement, j'ai pas vraiment de position là-dessus parce que je suis pas ni nostalgique du passé, ni heureux du présent. Je le constate. Je suis pas ici pour vous dire qui est bon, qui est pas bon. Les valeurs, je pense que c'est très individuel, c'est très personnel. Puis je suis pas là pour faire la promotion des miennes. Moi, je suis plus là pour voir que, en tant que citoyen, ma contribution à la collectivité, je trouve que présentement, on en donne beaucoup au Québec, qu'on n'a pas un modèle qui est à la hauteur de nos attentes. Mais pour nos valeurs individuelles et personnelles, je suis un libertarien, donc je respecte l'opinion de monsieur, de n'importe qui dans la salle, n'importe qui ailleurs au Québec. Mais c'est bien ça. Avez-vous, M. Dupuis, un dernier mot à dire avant qu'on clôture la soirée? Alors, moi, je suis un disciple du plus grand révolutionnaire de tous les temps, Jésus-Christ.